Supporters et supportrices de Manchester United, il est temps de parler et de savoir qui est le coupable de la crise des Red Devils cette saison. On va essayer de se concentrer sur cette saison parce que sinon on pourra en faire une vidéo de 6 heures. Qui est le coupable de cette crise? Est-ce que c'est Ten Hag qui était présent au début de la saison, Ruben Amorim, la direction avec Ineos potentiellement, ou la direction encore plus haut avec les Glazers? On va essayer dans un temps un petit peu court, imparti, de dresser un petit peu les contours et les problèmes de Manchester United. 15e au classement, 2 défaites, 2 nuls, 2 défaites, 2 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. J'ai pas pris les matchs de coupe avec moi, mes mancuniens préférés, Gato et Timothée. Gato, est-ce qu'il y a un coupable ou c'est un collège de coupables? C'est un collège de coupables, c'est évident que c'est un collège de coupables. On a vu récemment sortir que les gens n'étaient pas contents. On y reviendra après pour se passer, mais c'est un collège de coupables. Ruben Amorim a quitté son club où ça marchait bien pour venir ici, sauf que il vient à Manchester United. C'est très bien ce que tu as fait au Portugal, c'est héroïque, mais en Angleterre, c'est différent. Sporting United. C'est pas United, le championnat est beaucoup plus rude, tout comme Erik ten Hag quand il est venu des Pays-Bas, voilà, il est venu en début de saison, sa première saison était très bonne en championnat, malgré tout, on a vu après que ça fait petit dans la deuxième. Il n'aurait pas dû sûrement commencer la troisième, c'est là où il y a l'erreur des Glazers et de Ineos. Ineos qui a mal investi, Ineos qui, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, retire des subventions, Ineos qui fait pas ce qu'il devait faire. Alors, je pense que c'est vraiment un vrai collège où tout le monde a des responsabilités, mais les responsabilités entre novembre et aujourd'hui, on ne peut pas mettre Erik ten Hag dedans. Il n'est plus là. Ouais. Il n'y a plus d'action ici. Ruud van Nistelrooy avait pris cette équipe, n'avait pas perdu, donc il a amené une certaine dynamique qui a donc effacé les malfaçons, on va dire, de Erik ten Hag. Donc on peut pas dire que Erik ten Hag est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Si on prend cette saison, il y a aucune responsabilité pour Ten Hag. Si. Parce que quand même cette saison, t'as perdu des matchs importants. Voilà, on rappelle aussi le match face à Liverpool, ou bien même les matchs bidons contre West Ham et tout ça. Donc c'est bien sûr qu'il est responsable. Mais finalement, avant que je revienne vers toi, Timothée, c'est quoi, pour une personne qui découvre un petit peu Manchester United, mais qui apprécie le club sans forcément être assidu, c'est quoi la responsabilité d'Ineos finalement à son origine après avoir racheté certaines parts du club? Alors, selon moi, nous on n'est pas dans les petits papiers. Exactement, oui. Supporters, voilà, on a la chance de pouvoir se déplacer au stade, même si c'est pas dans notre pays, ou quoi. Selon moi, je pense que Ineos devait choisir un entraîneur dès le début de la saison. Ils sont arrivés assez tôt pour préparer la saison sans hâte. Donc c'est eux qui sont à la gestion du sportif selon toi? Sur la gestion du sportif. Donc si tu gères le sportif, soit tu pars avec Erik ten Hag. Donc ce qu'ils ont fait, en le prolongeant. Je pense que c'était une erreur au vu de la deuxième saison. Mais comme il avait fait une première saison intéressante, bah, il était sur un joker. Et il avait gagné 2 coupes. Il avait gagné la FA Cup face à Manchester City. Ça a été première erreur. Deuxième erreur, c'est les joueurs recrutés qui sont peut-être bons individuellement, mais mis bout à bout, c'est pas spécialement bon. Donc, dans quel environnement tu les fais venir? Et puis, troisième erreur, peut-être c'est aussi les Glazers avant. La gestion sportive d'Ineos, c'est peut-être la vente du club. Pourquoi tu as vendu une part à Ineos, tandis qu'il y a des dettes et il y avait un autre achat possible du côté des Je pense que le mieux, ça aurait été, même si ça a été même si c'était pour Ineos, de revendre le club tout court. Alors moi, j'aurais préféré, au vu de la saison tout de suite, là, voir les Qataris racheter le club au global. Ils avaient un vrai projet où les fonds étaient réels et visibles, notamment la rénovation du stade ou la construction d'un nouveau stade. Ça aurait fait mal peut-être, mais au moins à minima la rénovation et la modernisation du stade. Surtout aussi le centre d'entraînement. Je rappelle que c'est un centre d'entraînement qui est vieillot. En fait, Manchester United me fait penser à l'Olympique Lyonnais. Un club qui était précurseur dans les années 2000, mais qui aujourd'hui a des difficultés. Et en retard par rapport aux autres. En retard par rapport aux autres. On a vu l'émergence du Paris Saint-Germain. On a vu le retour de l'Olympique de Marseille. On a vu aussi Monaco en France. On a vu Lens
terminer deuxième. C'est ça, les petites anomalies. Et tu transposes ça à Manchester United, où Manchester United était dans les premiers plans. On rappelle, c'est podium obligatoire entre 1992 et 2013. Et puis, après, on a vu l'émergence de Leicester. On a vu Tottenham revenir en Champions League. On a vu Aston Villa venir en Champions League. On a vu Liverpool revenir aussi en Champions League. Newcastle. On a vu Liverpool gagner la PL. Leicester gagner la PL. Chelsea l'a gagné 2 fois après, donc 2015-2017. Ouais. Donc tout ça, mis bout à bout, je me dis, il y a énormément de travail à faire. Je l'avais dit, il y a 3-4 mois que Manchester United, je le maintiens. Vous me dites, ouais, mais non, t'abuses. Aujourd'hui, on fait comment? Voilà. Non, c'est vrai. T'avais raison sur ce coup-là, Timothée. Il faut revenir maintenant sur Ruben Amorim, qui a été intronisé à la mi-saison. Il a décidé de quitter le Sporting pour faire ce challenge, qui était un challenge assez compliqué au vu de la situation et du contexte mancunien qu'on connaît avec les entraîneurs qui se sont succédés. Et on a vu cette information qui est parue par les médias que le groupe lâche Ruben Amorim. Est-ce que lui aussi, il a une part de responsabilité dans la crise de Manchester United? Bien sûr qu'il a une part de responsabilité parce que déjà, les 11 noms qui jouent au début de chaque match, c'est lui qui les met. C'est lui qui décide quand même principalement de la disposition tactique, du schéma dans lequel on va évoluer. Et le problème surtout, c'est que dès le départ, je pense qu'il était conscient, et nous aussi, on n'est pas bêtes, on était conscient que la manière dont Amorim voulait nous faire jouer, donc qui ressemble un peu au Prou à ce qu'il pratiquait au Sporting et ce qui marchait très bien, n'était pas compatible avec l'effectif actuel de United parce que les joueurs avaient quasiment tous jamais joué dans ce 3-4-3, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas les qualités nécessaires pour faire ce que des Kenda, des Youngland au milieu ou des Gyökeres faisaient. Et il s'est entêté. Alors ça a eu du bon parce qu'il y a certains matchs où on a vu des séquences agréables, mais au global, ça fait quoi, à peu près 3 mois et demi qu'il est là. Bon, on va dire 3 mois qu'il a pris en charge depuis la pré-trêve de novembre. C'est ça. Ça fait 3 mois, donc depuis le premier match le 24 novembre contre Ipswich, ça fait 3 mois et au global, c'est mauvais. C'est mauvais parce que t'as énormément de défaites. En PL, t'as été éliminé en Carabao contre Tottenham, exactement, 4-3. Donc c'est très très mauvais. Même dans le jeu, au final, il y a plein de matchs qui sont très ennuyants. Il y a plein de matchs où on passe complètement à côté, où le contenu proposé est inexistant et indigne en fait de la stature de Manchester United. En fait, j'ai l'impression que au début, il y avait quelque chose d'intéressant et que dès à présent, d'autant plus qu'il a perdu la confiance de son vestiaire, apparemment, même si c'est à nuancer, je pense, on a l'impression que ça fait comme Ten Hag. Ten Hag, quand il est arrivé, il voulait faire un Ajax bis. Nous, c'était le 4-2-3-1 de base, qui marchait bien, notamment sous Solskjaer. Et là, il veut faire il voulait faire Sporting bis. Et là, il veut faire un peu le Sporting bis, surtout qu'il veut ramener plein de joueurs du Sporting. Il y avait des rumeurs concernant Nuno Mendes, qui a quand même éclos sous Ruben Amorim. Il y a la rumeur Kenda qui revient avec insistance en ce moment. Il y a eu la rumeur Gyökeres, etc. Donc, ouais, bien sûr qu'il a sa part de responsabilité parce qu'on a l'impression que il va mourir avec ses idées et qu'il se remet absolument pas en question alors que le contexte et la situation actuelle le nécessitent. Gatto, aujourd'hui, certains parlent beaucoup, ça devient un petit peu un credo du temps, de la patience, patienter, on verra, peut-être que ça fonctionnera, mais finalement, la manière dont s'entête Ruben Amorim, ça peut finalement courir à une saison encore plus compliquée que ce qu'on a actuellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il change de visage la tactique qu'il met en place à Manchester United pour qu'on essaie de voir quelque chose d'un peu mieux dans le club? Oui, mais en fin de compte, ce serait un peu mieux sur le court terme. Et à un moment aussi, après, il va être viré parce que les résultats n'iront pas sur 1 an et demi ou 2 ans. Et on ira chercher un autre coach qui va devoir convenir aux joueurs. Non, faut pas qu'il change en réalité. Même si ça va mal, il faut de meilleurs résultats, évidemment. On voit quand même qu'en Coupe d'Europe, ça tient la route. Il faut de meilleurs résultats. Il ne faut pas qu'il change absolument son truc. Parce que si tu veux venir convenir aux joueurs, c'est ça, c'est ce qu'on a décrit depuis des années. C'est limite les joueurs qui... La République des joueurs. La République des joueurs. Il faut pas. Si les joueurs ne sont pas capables de venir à l'entraînement et de répondre aux besoins de l'entraîneur, on va essayer de trouver des solutions pour des transferts ou comme des prêts. Et puis d'ailleurs, on voit que les prêts marchent. Anthony, il marche sur l'eau du côté du Betis Séville. On voit que Marcus Rashford s'acclimate bien à Aston Villa. Voilà. L'effectif aujourd'hui, il est complètement déséquilibré et en plus de ça, il est trop pauvre, ne sera en qualité et en quantité. Tu vois que 4 attaquants et ils sont nuls. Et Amad Diallo et qui s'est blessé en fin de saison. Finalement,
Malheureusement, il n'est pas là. Quoi. Donc voilà, c'est trop jeune, c'est trop peu expérimenté. Les personnes qui devaient apporter cette expérience-là au milieu de terrain, notamment Casemiro, ne fait pas une bonne saison. Christian Eriksen, c'est l'homme de la saison en Europe, mais pas en Angleterre. Bruno Fernandes, c'est moyen. J'ai vu des commentaires comme on dit oui, mais Gatto, tu tapes jamais sur Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, je le dis, c'est un leader. Il doit mieux faire, mais c'est pas. Pas faire tout seul non plus. La bouse que vous me faites passer. Mais toujours est-il que s'il change de système, les joueurs auront gagné. Et il faut pas que les joueurs gagnent. Ça sera un aveu de faiblesse. Ce sera un aveu de faiblesse. Il ne faut pas que les joueurs gagnent. Il faut que tout le monde ait conscience que 10 ans de malfaçon ne peuvent pas se régler en 6 mois ou 3 mois. C'est pas possible. Exactement. Maintenant, il faut qu'on revienne sur un dernier point. Au-delà de ce qu'a fait les Glazers et tout, parce que ça serait beaucoup trop long. Comment tu entoures bien? Parce que finalement, qui est le directeur sportif? Est-ce qu'il y a un directeur technique qui entoure l'entraîneur pour essayer de le protéger et de faire en sorte qu'il y a un bouclier qui se met autour de l'entraîneur et même de la présidence, un peu comme ce qu'on peut voir à Marseille, où tu as un Benatia qui va être un petit peu celui qui va être sous le feu des projecteurs, mais qui pourra un peu protéger Pablo Longoria parce qu'il ne pourra pas pourra pas subir la pression et la subir comme pourrait le faire un Benatia. En fait, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse bien protéger certains et bien m'entourer? En fait, le problème, c'est qu'on a une structure du directoire qui est pas forcément très claire, ou en tout cas, dans l'impact que ça va avoir sur le club, on va pas comprendre vraiment qui gère quoi par moment. Et le problème, c'est aussi, j'ai l'impression, c'est le cas à United, mais dans plein d'autres clubs, que chaque partie agit un peu pour ses intérêts personnels. Les Glazers, tant qu'ils sont pas trop embêtés avec les dettes, etc., bon, ils se soucient pas trop de ce qui se passe. Ineos, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression qu'Amorim, voilà, il a pas vraiment de directive pour l'instant. Moi, je pense qu'il faut une structure claire. À mon avis, il faut donner les pleins pouvoirs à l'entraîneur. Oula! Dans le sens où. C'est passé avec Tamar. Il faut, oui, mais Amorim, il faut lui donner un vrai mercato parce qu'on a compris qu'il mourrait avec ses idées. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Si tu fais ça, et puis, tu l'as déjà fait avec Tamar, le mercato. Dan Ashworth, qui était venu de Newcastle. C'est vrai. Pour être le directeur du football ou le directeur sportif de Manchester United, il est parti au bout de 159 jours. Mais tu vois, dans ce que tu dis, moi j'ai un regard neutre, mais dans ce que tu dis par rapport à donner un mercato à ton coach, vous avez fait ça pendant 2 ans et demi à Temar. Et regarde les résultats auxquels il a mis quasiment sur le banc la plupart des recrues qu'il a amenés. On est d'accord, mais t'as pas d'autre choix en fait, parce que sinon ça veut dire que tu fais primer les joueurs par rapport à Amorim, mais à ce moment-là, tu vas virer Amorim, mais ça n'aurait aucun sens non plus. Mais le problème, c'est que si jamais il fait son mercato, il amène les joueurs qu'il a envie, les joueurs viennent, ça peut bien se passer. Et dans ces cas-là, on aura eu raison. On se le souhaite. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Mais si ça fonctionne pas et que derrière tu prends un autre coach, faire un mercato sur un coach en question, mais que si ça se casse la gueule, malheureusement, il faut que ça soit un recrutement selon un projet. D'amener un coach. C'est ça. Non, il faut faire un mercato selon un certain projet. Comme ça, si tu vires un coach mais que tu en ramènes un autre et qui correspond toujours à la vision de ton club, il n'aura pas forcément à faire une lessive à chaque fois. Ouais, mais ce serait déjà un aveu de faiblesse du coup de se dire on construit un projet mais on n'est pas sûr que Amorim il soit garant de ce projet. Pas forcément, mais dans le contexte actuel, je pense en tout cas. Après oui, c'est vrai que vous êtes un peu bloqué. Le contexte, il est très compliqué. Je pense qu'il faut faire confiance à Amorim. Quoi qu'il en coûte, de toute façon, la saison. Il faut lui mettre des contre-pouvoirs aussi, parce que. On est d'accord. C'est ce que je disais. Il faut qu'il se remette en question. Il faut qu'il se remette en question. S'il avait sorti devant moi, je lui aurais adressé des mots très durs, limite des insultes, parce que c'est incroyable de parler comme ça. Il faut qu'il se remette en question aussi. Des sorties d'après-match, il nous insulte. C'est lesquelles, ces déclarations? Des déclarations que oui, le gars, l'entraîneur adjoint, je ne sais quoi, il aurait préféré le mettre lui au lieu de Rashford ou ce genre de choses. Ouais, l'entraîneur des gardiens. Oui, j'ai beaucoup de travail, mais tais-toi et travaille. Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Ça, on sait pas trop. Que font-ils à l'entraînement? Moi, je me pose des questions. Il n'y a pas de séance publique pour pouvoir les voir? Je ne sais pas. Moi, j'ai essayé d'aller à Carrington il y a quelques semaines et j'ai pas pu. Donc, je ne sais pas. C'est pas possible. Parce que là, on veut des résultats tout de suite pour sauver la saison. On sait très bien que ce club-là ne peut pas être champion d'Angleterre. C'est pas comme ça. Regarde, Odegaard qui bosse comme un malade avec Aston Villa, il ne sera pas champion d'Angleterre. Tu regardes Arteta qui a bossé comme un malade avec Arsenal, ils seront toujours pas champions d'Angleterre cette année, je pense. C'est dire. Il faut qu'il y ait un accident de Liverpool. Liverpool qui a bossé comme des malades. Ils ont pris une PL.
C'est dur, c'est très très dur. Et nous, il faut pas à chaque fois qu'on se dise mon championnat, on va faire pas du championnat et puis on va essayer de chercher une coupe par-ci par-là pour se qualifier en Europe ou gagner l'Europa League. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Manchester United, ça va prendre énormément de temps. Et là, ces temps-ci, on souffre parce que le dernier mot, c'est intéressant, mais par rapport à Ineos, mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire côté sportif? On conserve Amorim. On essaie de lui donner ce mercato-là. Il faudrait. Moi, je pense qu'il faudrait idéalement. Même s'il doit se remettre en question de son côté. Ça doit être quoi la priorité? Ça doit être d'offrir le mercato que souhaite Ruben Amorim, d'entourer Ruben Amorim, ou d'avoir une réelle clarté sur ce que veut faire Ineos de Manchester United? Peut-être déjà une clarté sur le projet d'Ineos. Parce qu'Amorim, de toute façon, tu vas l'entourer, mais têtu comme il est. Quand je dis entourer, c'est pas forcément les joueurs, mais entourer avec un directeur sportif, technique. Ah, ça peut être intéressant. Un homme qui va représenter United et qui pourrait être son propre pouvoir. À ce moment-là, il faut pas que ça soit les hommes de main d'Ineos, c'est juste qu'ils soient les représentants d'Ineos dans d'autres strates du club. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une vraie continuité sportive et la volonté de créer ou de recréer une identité Manchester United d'un point de vue rayonnement et d'un point de vue sportif. Je pense que c'est ça la priorité. La priorité, c'est vraiment la clarté du projet dans sa on veut savoir où on va, avec qui on va et qui est là pourquoi. Tout simplement. Mais à part Ratcliffe, qui l'accompagne? On sait pas trop, il y a quelques noms qui avaient circulé, voilà, t'as des gens qui partent, qui viennent, mais on se demande en fait, comme il y a beaucoup de turnover aussi à ce niveau-là, on se demande qui a quelle influence sur quoi en réalité, et nous tout ce qu'on voit c'est que chaque semaine on se prend des baffes. D'ailleurs, rectification sur la dernière vidéo, j'ai bien dit que au cyclisme, Ineos est de son côté, la Jumbo-Visma est de son côté, mais Egan Bernal était chez Ineos et a gagné le Tour de France comme ça, donc il est bon dans le cyclisme, mais apparemment c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, c'est pas mal. C'est plus exceptionnel. Ouais, voilà, c'est ça. Et Nice aussi, c'est un peu, tu vois. C'est une catastrophe. Donc Nice Ineos dans le football, c'est une catastrophe. Pour l'instant, c'est pas l'assurance. En tout cas, de ce que je vois de Nice, en suivant la page de la Ligue 1, de ce que je vois avec Manchester United, c'est pas bon non plus. Oui, c'est catastrophique. Ouais, c'est vrai. Supporters et supportrices de Manchester United, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la situation de votre club. On se fera un plaisir de lire les commentaires et de s'instruire par rapport à ce que vous pourrez nous dire et de ce que nous ont dit déjà Gato et Timothée. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!